De l'explosion catastrophique d'une usine au Texas qui a anéanti tout un quartier, jusqu'à la plus grande explosion non nucléaire de l'histoire récente. Ces 7 catastrophes explosives ont bouleversé des milliers de vies en un clin d'œil. Commençons par la catastrophe de l'engrais, au Texas, où un appel de routine pour un incendie dans une usine locale d'engrais s'est tragiquement transformé en la dernière mission de l'équipe. Les premiers intervenants n'avaient aucune idée que leur équipement serait inutile face à la force explosive qui allait ravager la petite communauté de West Texas. Alors que les enquêteurs fouillent les décombres, des révélations troublantes sur l'usine émergent, soulevant de sérieuses inquiétudes quant à la menace silencieuse qui plane sur d'innombrables autres villes. La ville de West est une petite ville typique du centre du Texas. Elle se trouve juste au nord de Waco et abrite 2800 habitants. Mais le 17 avril 2013, la communauté a été déchirée par une explosion massive. Ce soir-là, le service d'urgence a reçu un appel au 911 concernant de la fumée à l'usine West Fertilizer Company, juste avant 19h30. Service d'incendie de West, l'usine West Fertilizer. Un de leurs moulins est en feu. Il y a une épaisse fumée qui sort du sommet. L'entreprise était connue pour vendre et stocker des produits chimiques agricoles et des engrais pour les agriculteurs des environs. Et comme c'était le printemps, l'usine avait sur place une grande quantité d'engrais commerciaux, notamment de l'ammoniac anhydre et du nitrate d'ammonium. Un incendie là-bas, encore une fois. Quel incendie à quelle usine d'engrais? Peu après l'appel, les pompiers volontaires de West ont été dépêchés sur les lieux. Le premier camion de pompiers est arrivé à 19h39 et a été accueilli par la vision sinistre du bâtiment dévoré par les flammes. L'équipe s'est précipitée pour combattre l'incendie, sans savoir qu'il se dirigeait vers une éruption catastrophique. L'incendie de routine s'est transformé en un brasier d'une ampleur désastreuse en quelques minutes à peine. Des pompiers supplémentaires sont appelés sur les lieux alors que la situation continue de s'aggraver. 10 minutes plus tard, 2 énormes explosions secouent la scène, la seconde libérant une boule de feu cataclysmique qui engloutit le magasin de semences. L'explosion était si immense qu'elle a été ressentie à plus de 130 km et enregistrée comme un séisme de magnitude 2,1. Peu de temps après l'explosion, un autre appel arrive au centre de dispatch, confirmant leur pire crainte. Nous avons besoin de toutes les ambulances ici. Une bombe vient d'exploser à l'intérieur. C'est vraiment grave. Nous avons beaucoup de pompiers à terre. La dévastation était énorme, creusant un cratère de 28 mètres de large et de 3 mètres de profondeur dans la terre, détruisant complètement les bâtiments de semences et d'engrais. La force énorme a renversé un wagon voisin transportant 100 tonnes de nitrate d'ammonium et a déformé les voies Sofferede principales. Heureusement, les produits chimiques n'ont pas explosé. L'explosion a traversé la ville, brisant les vitres des maisons à plus de 800 mètres de là. Je tremble encore. Je tremble sans cesse depuis l'incident. C'est probablement la pire chose que j'ai jamais vue. Plus de 260 personnes ont été blessées, et près de la moitié des 700 maisons de la ville portaient des traces de l'impact. Les dégâts allaient jusqu'à la destruction de 3 écoles, d'une maison de retraite et d'un complexe d'appartements de 50 unités. La perte économique pour la ville s'élèverait finalement à plus de 230 millions de dollars, mais la perte de vies humaines serait encore plus dévastatrice. Alors que la poussière retombait sur la petite ville, des questions ont surgi concernant la cause de l'incendie et de l'explosion qui a suivi à l'usine d'engrais. Quelques jours plus tard, les enquêteurs fédéraux et les pompiers ont commencé à fouiller les décombres, révélant des faits étonnants. L'installation stockait environ 40 à 60 tonnes de nitrate d'ammonium en vrac. Ce produit chimique riche en azote ressemble à du gros sel de table et est utilisé par les agriculteurs comme engrais. Mais une mauvaise manipulation ou des conditions défavorables peuvent le rendre extrêmement explosif. L'usine comprenait 2 structures principales. L'une servait d'entrepôt de produits chimiques, de magasins et de bureaux, tandis que l'autre stockait des engrais en vrac. L'installation de traitement, qui mesurait environ 12 000 pieds par carré, était principalement construite en bois. Les poutres en contreplaqué servaient à créer des cloisons entre les différents composés d'engrais stockés. De plus, le bâtiment ne disposait pas de gicleurs ni d'aucune autre protection contre le feu,
le rendant vulnérable à l'ignition et à la propagation des flammes. Après une enquête approfondie d'1 mois ayant coûté $1 million, la cause exacte de l'explosion est restée inconnue. Les experts ont d'abord pensé que l'ammoniac anhydre aurait pu déclencher l'explosion, mais les réservoirs de l'usine, bien que endommagés, n'ont pas explosé. Il était cependant clair que l'incendie avait commencé dans la salle des semences, juste à côté d'une benne de stockage contenant 150 tonnes de nitrate d'ammonium. Lors de l'incident, environ 28 à 34 tonnes de ce produit chimique ont explosé, générant une force équivalente à la détonation de 15 000 à 20 000 livres de dynamite. Papa ? Ça va? Je n'entends pas. Sors d'ici, s'il te plaît, sors d'ici. Oh mon Dieu! Comment cela a-t-il pu se produire alors que l'installation était réglementée par pas moins de 7 organismes étatiques et fédéraux, y compris le DHS, l'EPA, l'OSHA, le département des transports des États-Unis, le département des services de santé de l'État du Texas, la Commission texane de la qualité de l'environnement et le bureau du chimiste de l'État du Texas. Le sous-effectif fédéral flagrant et la bureaucratie semblent avoir failli envers la population de l'ouest du Texas, car les agences de régulation n'avaient pas inspecté l'installation depuis plusieurs années. D'après les archives, l'Environmental Protection Agency avait visité l'usine pour la dernière fois en 2007 à la suite d'une plainte concernant une odeur. L'OSHA, responsable de la sécurité sur les lieux de travail, n'avait pas inspecté le site depuis 28 ans, alors même qu'il stockait des produits chimiques potentiellement dangereux. Lors de la dernière visite, en 1985, l'OSHA avait relevé une infraction grave, ce qui avait entraîné une simple amende de $30. En 2011, West Fertilizer a rassuré l'Agence de protection de l'environnement dans un rapport de planification d'urgence en affirmant que leur réservoir de stockage ne présentait aucun risque important d'incendie ou d'explosion. Ceci était en effet évident. Les réservoirs sont restés intacts malgré l'incendie et l'explosion sur le site. Puis à la fin de 2012, le dépôt à l'Agence de protection de l'environnement de l'entreprise indiquait qu'il stockait un stock de 270 tonnes de nitrate d'ammonium sur le site. C'est 1350 fois plus que ce qui est généralement considéré comme sûr. De façon choquante, la sécurité intérieure a déclaré aux enquêteurs que l'usine semblait ne pas avoir divulgué son stock d'explosifs. Et cela malgré les obligations légales qui exigent qu'il soit informé lorsqu'il y a plus d'1 tonne de nitrate d'ammonium sur un site. Le cadre réglementaire fragmenté de l'industrie a clairement créé plusieurs défis pour parvenir à une surveillance globale. Les enquêteurs ont découvert que l'usine d'engrais était une bombe à retardement, prête à exploser à tout moment. L'entreprise n'avait pas de plan préventif ni de réponse d'urgence efficace en cas d'incident. Bien que le service d'incendie connaissait les produits chimiques régulièrement stockés chez West Fertilizer, il n'avait jamais suivi de formation officielle pour se préparer à un incendie ou à une urgence chimique spécifique à cette usine. D'après le rapport du Bureau de la sécurité chimique, la société West Fertilizer a été condamnée à une amende de $118 300 pour avoir enfreint plusieurs règles concernant la gestion des matières dangereuses. Lors de sa dernière visite en 1985, l'OSHA avait constaté une infraction grave, ce qui s'était traduit par une simple amende de $30. Pendant ce temps, des experts en sécurité soutiennent que les inspections et les sanctions ne traitent pas un problème fondamental, la proximité des zones résidentielles et des espaces publics avec l'usine. Malgré les dangers potentiels, les restrictions de zonage n'ont pas empêché les habitations ou les commerces de s'installer à proximité de l'installation. En conséquence, le parc se trouvait à moins de 50 mètres, un complexe d'appartements à 110 mètres, l'école intermédiaire West à un peu plus de 60 mètres et le lycée local à environ 150 mètres de l'usine. Selon les responsables de l'industrie des engrais, le risque qu'un autre incident comme celui de West se produise n'est pas seulement une préoccupation au Texas. L'agence a découvert 1351 installations aux États-Unis, stockant du nitrate d'ammonium. De nombreuses communautés ont alors pris conscience de la proximité de ces sites avec des habitations et des écoles. Mais y avait-il des éléments plus néfastes en jeu à West ? L'usine d'engrais de West aurait fait face à de multiples tentatives de vol au fil des années, avec 11 cambriolages signalés au cours des 12 années précédant la catastrophe. Les intrus manipulaient très souvent les réservoirs d'ammoniac anhydre, un ingrédient utilisé pour transformer la morphine en héroïne. Des vols similaires étaient un problème dans l'Amérique rurale. Les réservoirs étaient souvent mal surveillés.
Certaines personnes pensent qu'une effraction le jour de la catastrophe aurait pu provoquer une fuite d'ammoniac, entraînant l'incendie qui a conduit à l'explosion. Mais à ce jour, les enquêteurs n'ont trouvé aucun témoin pour étayer cette théorie. Après la catastrophe, la société West Fertilizer, détenue par Adair Grain, a déposé le bilan. L'installation était assurée pour seulement $1 million américains. À la suite de l'explosion, les poursuites judiciaires ont rapidement commencé à s'accumuler. Les plaignants ont réclamé un dédommagement pour les dégâts matériels, corporels et la perte de proches suite à l'explosion. Leurs recours juridiques soutenaient que le nitrate d'ammonium était intrinsèquement dangereux et avait été vendu sans réflexion, sans avertissement suffisant. La plupart de ces affaires ont été réglées à l'amiable et de manière confidentielle. La ville a reçu un règlement de $10,44 millions avec les défendeurs pour des dommages aux infrastructures non couverts par l'assurance ou les subventions des agences fédérales. À ce jour, les agences de protection de l'environnement ne l'a toujours pas inscrit sur la liste des produits chimiques nécessitant une surveillance accrue et l'Occupational Safety and Health Administration n'a pas rendu obligatoire l'utilisation de bacs de stockage ininflammables et de systèmes de gicleurs automatiques. Avec un stock aussi volatile laissé sans contrôle dans plus de 2 douzaines d'installations au Texas, la question n'est pas de savoir si, mais seulement quand une installation explosera à nouveau. La violente explosion a coûté la vie à 15 personnes, dont 12 étaient parmi des premiers intervenants sur l'incendie, tandis que 3 civils ont également péri. Mais même lorsque les règles de sécurité sont respectées, l'explosion d'Enschede aux Pays-Bas a montré à quel point une installation parfaitement conforme peut être meurtrière. Par un après-midi ensoleillé de mai 2000, les habitants du quartier Roombeek d'Enschede sont rassemblés dans les rues, se demandant d'où vient ce nuage de fumée noire. Ils sont loin de se douter qu'une entreprise de feux d'artifice était autorisée à opérer à seulement quelques mètres de leur porte. Par pure curiosité, tout le quartier sort et encombre la rue. Soudainement, Roombeek ressemble à un lieu de festival. La fumée provenant de la cour de l'usine attire également l'attention des pompiers locaux. L'équipe d'intervention rapide arrive sur les lieux en quelques minutes, mais elle est empêchée d'approcher l'usine par des centaines de curieux. La foule reste sourde à leurs appels pour dégager le passage, car tout le monde veut être au premier rang pour assister au spectacle. La police doit intervenir et repousser les gens loin de la Scossen. Dès que le passage est dégagé, les pompiers ne perdent pas de temps et se précipitent directement dans la cour enfumée de l'usine. Danny De Vries, un jeune caméraman local, est présent pour immortaliser l'événement. Ayant à la fois la rue et la fumée s'élevant au-dessus des toits dans son cadre, il se trouve dans une position idéale. Un tir de feu d'artifice dans le ciel suivi d'une explosion vient soudainement briser l'atmosphère généralement joyeuse qui règne dans les rues. Soudainement, tout le monde est éveillé et alerte. Ce qui se trouve dans cette usine est dangereux et menace potentiellement leur vie. Alors que le sifflement des feux d'artifice crépite dans l'air et que de petites fusées volent dans tous les sens, la foule s'enfuit de la scène. De Vries reste calme et enregistre toute la scène. Puis soudain, une puissante explosion le projette au sol. Sa caméra continue d'enregistrer, mais on ne voit plus rien à part une épaisse fumée de poussière qui retombe sur le quartier. Peu après, une deuxième explosion, beaucoup plus destructrice, survient. Cette explosion finale est si puissante que des témoins l'ont décrite comme arrêtant tout d'un seul coup dans un éclair de lumière aveuglant. Instantanément, les rues de Roombeek se sont transformées en scène digne d'un film catastrophe. Le niveau de destruction causé par l'explosion indique que l'usine n'était pas une usine ordinaire. L'épicentre de l'explosion est l'usine de feux d'artifice SE, l'un des principaux fournisseurs de feux d'artifice pour les grandes festivités aux Pays-Bas. Le complexe Roombeek a été établi en 1976, alors que la zone était déjà urbanisée. L'installation d'origine comprenait un atelier et 13 cellules de stockage conçues pour accueillir 18 tonnes de feux d'artifice. En 1996, les propriétaires de l'usine ont augmenté la capacité de stockage à 105 tonnes et, 2 ans plus tard, à 159 tonnes. Au moment de la catastrophe, les capacités de stockage de sociétés anonymes feux d'artifice comprenaient 13 bunkers dans l'enceinte centrale construits en béton armé, 16 conteneurs en acier, 7 caissons en béton léger et 2 grands hangars. L'usine contenait une quantité importante de matières explosives, ce qui était habituel étant donné le chiffre d'affaires élevé de l'entreprise.
Le problème était qu'elle se trouvait à seulement quelques mètres d'une zone résidentielle. Le 13 mai 2000, à 15h03, une caserne de pompiers locale a reçu un appel d'intervention dans le quartier de Roonbeek. Un incendie s'était déclaré dans l'usine de feux d'artifice, et ni les voisins qui ont signalé l'incendie ni les pompiers ne savaient de quel type d'usine il s'agissait. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux à 15h08, les pompiers ont constaté l'embrasement de matériaux pyrotechniques qui ont probablement causé l'incendie. Comme ce type d'incendie est dangereux, les pompiers ont demandé des renforts. Ils savaient que maîtriser l'incendie serait un travail difficile. Heureusement, comme c'était un samedi, l'usine était vide. Les pompiers ont identifié plusieurs foyers d'incendie dans l'atelier principal. Le feu s'était rapidement propagé à travers et hors de l'enceinte centrale, atteignant les façades et le toit des hangars voisins. À 15h28, le feu a atteint des conteneurs en acier, en commençant par celui désigné E2. 6 minutes après avoir pris feu, le conteneur E2 a explosé, projetant de nombreux feux d'artifice dans les airs, ce que les spectateurs ont pu voir de l'extérieur. Pendant ce temps, la situation à l'intérieur des installations de l'usine s'est aggravée. L'incendie s'est propagé de manière incontrôlable, obligeant les pompiers à abandonner leur position et à fuir pour survivre. À l'intérieur de la cour se trouvait également le photographe local Marcel van Nieuwenhoven, qui essayait de prendre un gros plan de l'incendie. Depuis le conteneur E2, le feu s'est propagé aux caissons en béton, qui ont commencé à exploser les uns après les autres. L'explosion a créé une boule de feu de 280 pieds d'ornement de diamètre et une onde de choc équivalente à la détonation de 1700 livres de TNT. L'explosion a détruit les portes des autres unités de stockage qui ont ensuite été prises par l'incendie déchaîné, suivi d'une explosion massive de l'ensemble du site. L'épicentre était situé dans la cellule C11 du complexe central. La force de l'explosion a été évaluée comme équivalente à celle d'une détonation de 4 à 5 tonnes de TNT. Elle a créé une énorme boule de feu de 140 mètres de diamètre. L'explosion à l'usine de feux d'artifice SE a détruit toute la zone autour de l'usine, soit 100 acres au total. 400 maisons ont été totalement détruites et 1500 autres endommagées. 15 rues ont été réduites en cendres. Des pompiers des villes voisines ainsi que d'au-delà de la frontière allemande sont arrivés à Enschede pour aider. Les secours ont lutté contre l'incendie dans tout le quartier pendant toute la journée. L'incendie a également ravagé les installations de la brasserie Grolsch toute proche, dotée d'un toit en amiante, libérant ainsi des composés nocifs dans l'air. Durant le week-end, les secouristes ont cherché des survivants dans les décombres apocalyptiques. 23 personnes ont été retrouvées mortes. Parmi elles se trouvaient 4 des premiers pompiers arrivés sur les lieux. Marcel van Nieuwenhoven, le photographe casse-cou, a également été tué dans l'explosion. Au Medisch Spectrum Vangt, l'hôpital d'Enschede, 974 personnes ont été soignées pour des blessures. 50 d'entre eux étaient dans un état grave et ont été gardés pour un traitement supplémentaire. La catastrophe a eu une influence dévastatrice sur l'état de santé des victimes et des survivants, en particulier ceux qui ont perdu leur maison. Beaucoup d'entre eux ont souffert d'insomnie, d'anxiété, de difficultés à faire face à la vie quotidienne et d'un manque de confiance en eux pendant longtemps après la catastrophe. Les dégâts matériels étaient énormes. Tout un quartier a été anéanti. Les maisons restantes ont été évacuées et démolies, laissant plus de 1500 habitants sans abri. Les dégâts ont été estimés à 486 millions de dollars. Le Premier ministre néerlandais Wim Kok et la reine Béatrix des Pays-Bas se sont rendus sur les lieux, promettant que toute la nation soutiendrait la reconstruction du quartier détruit. De l'avis de tous, l'explosion de feux d'artifice à Enschede a été une tragédie sans précédent dans l'histoire de la ville. Elle a capté l'attention nationale. Curieux de savoir comment cela s'était produit, une commission d'enquête appelée la commission Hosting a été mise en place pour examiner les circonstances ayant conduit à la catastrophe. L'enquête reposait sur 3 hypothèses. L'incendie a été causé par une erreur humaine lors de la manipulation des feux d'artifice. Il a été provoqué par l'autocombustion de matières explosives dans l'atelier, où l'incendie a été déclenché par un pyromane, car il y avait eu récemment des cas d'incendie criminels dans la région. 6 jours après la tragédie, les autorités ont délivré un mandat d'arrêt contre les 2 propriétaires de l'entreprise, Rudy Baker et Willy Pater. Comme l'usine présentait de nombreux problèmes de sécurité, les 2 hommes ont été désignés comme principaux suspects.
Lorsque la police est arrivée pour exécuter les mandats, les 2 hommes avaient sorti disparus. Cependant, ce même jour, Pater s'est rendu à la police, suivi par Baker le lendemain. Les inspecteurs chargés de l'enquête les ont interrogés sur le nombre d'irrégularités concernant la manière dont les feux d'artifice étaient stockés dans l'établissement. À l'épicentre de l'explosion, l'atelier du complexe central, il y avait près de 900 kilos de feux d'artifice, malgré le fait que ce soit un jour de fermeture à l'usine. Selon la réglementation, s'ils n'étaient pas en cours d'utilisation, ils n'étaient pas autorisés à se trouver dans l'atelier, mais devaient plutôt être stockés dans des entrepôts. De plus, il était tout aussi problématique que l'usine contenait plus de matières explosives que ce qui était autorisé et qu'il y avait à l'intérieur de l'usine des types de feux d'artifice pour lesquels ils n'avaient aucune autorisation de stockage. En général, les feux d'artifice sont classés en 4 catégories de danger selon leur potentiel à provoquer des accidents. Ce sont des feux d'artifice de danger 4. Ils présentent un faible risque d'incendie. Les feux d'artifice de type 3 présentent un risque d'incendie, d'explosion et de projection mineure. Les feux d'artifice de type 1.2G présentent un risque sérieux de projection, mais n'ont pas de risque d'explosion de masse. Et enfin, la catégorie la plus dangereuse, le type 1, présente un risque très élevé avec un potentiel d'explosion de masse. Le ESEE était autorisé à stocker 136 tonnes de feu de type 4 et 2 tonnes de feu de type 3. Au lieu de cela, à l'intérieur des conteneurs et des boîtes de stockage, il n'y avait que 16 tonnes de feux d'artifice de type 4 et 153 tonnes de feux d'artifice de type 3, 5 tonnes de type 2 et 1,6 tonnes de type 1. Cela représentait plus de 160 tonnes de matière dangereuse non autorisée stockées près de la zone résidentielle. De plus, il y avait une série de problèmes concernant la sécurité des capacités de stockage. Le plus évident était la disposition inappropriée des conteneurs et des caissons en béton dans la cour de l'usine. Ils étaient entassés sans aucune distance de séparation entre les murs de terre installés ou toute autre forme de cloisonnement prescrite par la réglementation. 2 conteneurs n'étaient même pas censés être là et n'étaient même pas autorisés. Les installations de stockage n'avaient en subi aucun test et ne disposaient d'aucun dispositif adéquat de détection ou d'extinction d'incendie. De plus, les photos aériennes du site prises quelques jours avant l'explosion montraient que les portes des conteneurs étaient laissées ouvertes. Si c'était le cas le jour de la catastrophe, cela a sûrement favorisé la propagation du feu d'un conteneur à l'autre et l'explosion en chaîne qui en a résulté. Ironiquement, juste une semaine avant l'explosion, l'usine avait été inspectée et jugée conforme à toutes les réglementations officielles de sécurité. Les irrégularités de sécurité n'expliquaient toujours pas la cause de l'explosion. L'erreur humaine était la cause la moins probable puisqu'il n'y avait aucun ouvrier à l'intérieur de l'usine ce jour-là. L'autocombustion du matériau explosif laissé dans l'atelier était également un scénario moins plausible. Malgré la chaleur et le soleil ce jour-là, la température dans l'atelier était insuffisante pour une auto-inflammation. Si cela était arrivé, un court-circuit électrique de certains appareils aurait été plus probable. Rudy Baker, l'un des propriétaires arrêtés, a affirmé qu'il s'agissait d'un incendie criminel pour se défendre. Selon ses déclarations, l'ancien propriétaire de SE Fireworks, Harm Smolenbrook, avait des motivations financières pour l'organiser. Smolenbrook avait vendu l'entreprise à Baker et l'avait payé le 27 avril 1998, mais il était resté propriétaire du terrain et des bâtiments qu'il louait aux nouveaux propriétaires selon les clauses du contrat de rachat. Selon Baker, Smolenbrook voulait vendre le terrain à la municipalité, mais devait d'abord expulser ses locataires. L'incendie criminel semblait être un bon choix. En effet, la police a arrêté André Devry, âgé de 34 ans, l'accusant d'avoir déclenché l'incendie chez Société Anonyme Fireworks le 13 mai 2000, mais sans aucun lien avec Smolenbrook. Même si André Devry a constamment clamé son innocence, en mai 2002, le tribunal l'a condamné à 15 ans de prison. Le verdict était basé sur les témoignages des témoins, des traces de brûlure de poudre sur son pantalon et ses déclarations. Comme il s'est avéré plus tard, Devry avait raison sur son innocence. En 2003, la cour d'appel l'a acquitté de l'incendie criminel et l'a libéré de prison. Le rapport final de la commission Hustig a été publié le 28 février 2001. La conclusion était que les propriétaires de l'usine, je cite, ont commis un certain nombre d'infractions graves en matière de gestion des matériaux pyrotechniques, d'équipements provenant de diverses structures, ainsi que dans l'utilisation et l'emplacement de structures inadéquates.
En ce qui concerne les responsabilités des autorités locales et nationales, la Commission n'a proposé qu'une série d'améliorations du système. Le 2 avril 2002, un tribunal néerlandais a condamné les propriétaires de SE Fireworks à 6 mois de prison pour importation et vente de feux d'artifice illégaux, non-respect des codes de sécurité et violation des licences de stockage. Ils ont aussi écopé d'une amende de 2 540 $, chacun pour non-respect des règles de sécurité. Cependant, puisqu'ils avaient donc déjà passé 3 mois en détention provisoire et que leur peine avait été suspendue pour 3 mois, ils sont sortis libres. L'accusation grave de négligence liée à l'incendie a été abandonnée. Des années après la catastrophe et le procès, un célèbre lanceur d'alerte, Paul Van Boutenen, a mené sa propre enquête. Il a d'abord affirmé que les inspecteurs avaient mal mené l'enquête, mais il a ensuite suggéré que toute l'affaire était une vaste dissimulation orchestrée par le gouvernement. Comme indiqué dans ses rapports, 2 détectives ont affirmé qu'il y avait des problèmes avec l'enquête officielle. Ces affirmations ont été rejetées, mais les détectives ont été renvoyés. Néanmoins, le gouvernement et les autorités locales ont fait de leur mieux pour répondre à la catastrophe et reconstruire Rombeek. Le gouvernement a offert un soutien financier considérable pour la reconstruction du quartier d'Enschede, dont les autorités ont organisé la mise en œuvre du plan. Conscient de leur responsabilité dans la catastrophe, le conseil local n'a pas participé directement au processus de prise de décision, mais a confié la tâche aux habitants de Rombeek. Ceux qui ont le plus souffert ont pu décider à quoi ressemblerait le quartier. Les autorités locales étaient seulement là pour recueillir leur avis. À l'emplacement de l'ancienne usine de feux d'artifice, l'épicentre de la catastrophe, une partie de la fondation en ciment d'origine de l'usine, détruite par l'explosion, a été laissée sur place pour être reprise par la nature. Bien qu'on dise que le temps guérit toutes les blessures, il faudra beaucoup de temps pour guérir les traumatismes des personnes qui ont survécu à l'un des accidents les plus dévastateurs de l'histoire récente des Pays-Bas. De retour aux États-Unis, la catastrophe de l'Olympic Pipeline a transformé un ruisseau paisible en un chaudron bouillonnant de mort. C'est une journée d'été idéale au parc de Whatcom Creek. 2 jeunes garçons profitent de la nature et jouent près du ruisseau. Cependant, en un instant, l'existence paisible de cette ville éclate en une boule de feu violente, brûlant tout sur son passage. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette explosion violente ? Un pipeline en acier géré par Olympic s'étend des raffineries du nord de l'État de Washington jusqu'à Portland, dans l'Oregon. C'est une artère essentielle pour le transport de carburant et elle est contrôlée à distance depuis Renton. Ici, des ordinateurs surveillent le flux de carburant, vérifient les problèmes et contrôlent de près la pression pour éviter les accidents. Mais sous la surface, elle recèle des défauts qui vont bientôt conduire à une catastrophe. Le 10 juin commence de manière ordinaire pour le personnel du centre de contrôle. Puis, vers 3h15 de l'après-midi, l'un des opérateurs du système remarque une erreur dans les journaux informatiques qui surveillaient les vannes et le flux d'essence dans l'oléoduc. C'était le premier signe que quelque chose n'allait pas. Mais après avoir vérifié à nouveau, il pense bon que tout va bien. Pendant que le carburant est livré de la station de pompage de Cherry Point à l'installation de Tosco, les opérateurs commencent à le rediriger vers un terminal sur Harbor Island à Seattle, une tâche de routine qui ne devrait poser aucun problème. À près de 100 miles de là, à Bellingham, les habitants profitent de la douce après-midi de juin au milieu de la beauté et de la sérénité du parc qui entoure la gorge de Whatcom Creek, laquelle traverse directement le cœur de la ville. C'est l'avant-dernier jour de l'année scolaire et parmi les visiteurs du ruisseau, 2 enfants de 10 ans, Stéphane Siorvis et Wade King, jouent dans près des berges de la rivière, un endroit familier où ils se sentent en sécurité. De retour au centre de contrôle à Renton, l'ambiance est nettement plus tendue. À 15h18, les opérateurs commencent le transfert, mais la pression commence à monter dans le pipeline en amont du point de livraison. Cette hausse est d'abord jugée normale à cause des variations courantes pendant le transfert de carburant. Pour gérer cela, les contrôleurs activent une pompe de secours pour soulager la pression. Cependant, le transfert de carburant échoue de façon inattendue, déclenchant des alarmes et rendant les ordinateurs non réactifs. Avec le système d'exploitation qui tombe en panne à ce moment crucial, la situation s'aggrave rapidement. À 15h22, les pompes commencent à s'arrêter en raison d'une pression élevée.
Les opérateurs, gênés par le système qui ne répond pas, peinent à comprendre et à gérer la situation qui évolue rapidement. La catastrophe survient 6 minutes plus tard. Le pipeline se rompt sous le parc Whatcom Falls, libérant 237 000 gallons d'essence, assez pour remplir 15 000 voitures. Une minute plus tard, la pression redescend à la normale, mais le pipeline est arrêté entre Cherry Point et Renton. Les opérateurs, inconscients de la rupture, se retrouvent avec un système apparemment défaillant. Le transfert d'essence depuis Cherry Point est suspendu pendant que les équipes évaluent la situation problématique. Pensant avoir résolu les problèmes, les opérateurs relancent le transfert depuis Cherry Point. Ils n'ont aucune idée qu'ils injectent encore plus d'essence dans la fuite. Pendant les 40 minutes suivantes, l'essence se déverse dans le ruisseau, créant une situation de plus en plus dangereuse. Avant qu'un jeune diplômé du lycée ne parte pour le ruisseau, il écrit un mot à ses parents pour leur dire où il sera. Liam Wood pêche à la mouche à son endroit préféré, non loin des 2 jeunes garçons. Ce sera le dernier mot qu'il écrira de sa vie. À chaque minute qui passe, le danger grandit, invisible pour ceux qui pourraient l'empêcher. Près d'1 heure après la rupture, le logiciel de détection de fuite finit par déclencher une alarme, alertant les opérateurs du problème grave. Alors que des instructions sont données pour démarrer une autre pompe, un employé de la société appelle le 911 depuis le pont qui traverse le ruisseau, signalant des vapeurs d'essence. Ce n'est qu'à ce moment-là que la salle de contrôle à Renton prend conscience de la rupture de la conduite. 911, oui, je voudrais signaler une explosion, une grosse fumée. Les prochaines minutes sont marquées par une intense activité. Les opérateurs du pipeline commencent à fermer les vannes pour isoler la fuite. 1 minute plus tard, la police et les pompiers commencent à fermer les routes autour du ruisseau et font appel à une équipe spécialisée dans les matières dangereuses pour enquêter. L'essence continue de s'écouler depuis le site de la rupture près de la station de traitement de l'eau, se répandant en aval et saturant l'eau. L'eau claire du ruisseau devient laiteuse, contaminée par le carburant toxique. Des vapeurs commencent à s'élever de l'eau, créant une fumée épaisse et suffocante qui plane au-dessus du ruisseau et des environs. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. C'était littéralement de l'essence qui coulait librement et les vapeurs montaient aussi haut qu'on pouvait voir. Ça brouillait complètement tout le paysage derrière le ruisseau. Inconscient du danger qui approche, Liam continue de pêcher. Les vapeurs d'essence, plus lourdes que l'air, commencent à se déposer dans les zones les plus basses du parc, y compris le canyon où se trouve Liam. À mesure que les odeurs deviennent plus fortes, elles le submergent. Piégé par les parois du canyon, il ne peut pas échapper aux fumées suffocantes. Liam perd connaissance, tombe dans le ruisseau et se noie. Son corps ne sera identifié qu'aux premières heures du lendemain matin. Vers 2h30 du matin, nous avons entendu des pas sur le porche et, au début, j'ai cru que c'était lui. Mais c'était la police. Alors, ils nous l'ont dit à ce moment-là. La rivière est devenue dangereuse car de l'essence flotte à la surface, créant une couche explosive qui s'étend en aval. Presque 90 minutes après la rupture, la gravité de la situation devient évidente. Un opérateur du 911 appelle le numéro d'urgence d'Olympique pour s'informer de l'origine de la fuite. On leur dit que la société est au courant de la situation et que l'oléoduc a été arrêté. Peu après, les stations de radio commencent à diffuser des messages d'urgence, exhortant les gens à rester à l'écart du ruisseau. Les évacuations débutent encore pour les zones à moins de 200 pieds côté du ruisseau. Le danger est imminent, mais personne ne sait à quel point ils sont proches de la catastrophe. Les opérateurs du pipeline finissent par appeler le 911 pour signaler un possible déversement de produits dans le ruisseau Whatcom. Cela allait bientôt s'avérer être un terrible euphémisme. Alors que l'essence continue de s'écouler en aval, la moindre étincelle pourrait déclencher un enfer. Pendant ce temps, les 2 amis, Wade et Steven, ont trouvé un vieux briquet jeté. La curiosité l'emporte sur eux et ils commencent à jouer avec. Ignorant de l'accumulation de vapeur et d'essence qui a fui autour d'eux, les garçons actionnent le briquet et il s'enflamme instantanément, enflammant les vapeurs dans un bruit assourdissant. Instinctivement, les 2 garçons sautent dans le ruisseau pour tenter de se sauver, mais ils sont gravement brûlés.
L'explosion provoque une énorme boule de feu atteignant environ 1100 degrés Celsius, qui dévale le ruisseau jusqu'à l'Interstate 5 en plein centre-ville. La rivière de feu se propage rapidement, s'étendant sur environ 2,5 km le long du ruisseau. L'impact se fait sentir dans tout Bellingham. Les flammes engloutissent le ruisseau et un nuage noir de fumée s'élève à plus de 9000 mètres dans les airs. C'est visible à des kilomètres à la ronde. Les 2 jeunes garçons sont retrouvés par des voisins, debout sous le choc et la douleur, leurs vêtements ayant été brûlés par la chaleur intense. À 18h30, les pompiers ont maîtrisé les principaux incendies. L'horizon s'éclaircit dans l'heure suivante. Les 2 garçons ont été transportés par hélicoptère dans un hôpital à Seattle, mais le pronostic n'était pas bon. Lorsque les flammes se sont calmées, la cause du désastre a été examinée. Le National Transportation Safety Board a découvert que l'explosion n'était pas un événement isolé, mais le résultat d'une série d'erreurs humaines, de négligence et de défaillances systémiques s'étalant sur plusieurs années. Tout a commencé en 1994, lors de la modernisation de la station d'épuration de la ville, lorsque des entrepreneurs ont accidentellement endommagé le pipeline voisin avec des engins lourds. La bosse semblait mineure à l'époque et, à cause de mauvaises inspections par Olympic, elle est passée inaperçue. Avançons jusqu'à la fin des années 90, lorsque la société a effectué des inspections internes qui auraient dû détecter les dégâts causés par l'excavation précédente, mais ils ont mal évalué la situation et ont décidé de ne pas creuser pour vérifier la section endommagée. Juste avant la catastrophe, la société lançait une installation voisine, ce qui n'a fait qu'ajouter d'autres problèmes. La vanne qui arrête le flux dans le pipeline continuait de se fermer de façon inattendue. Cela a causé des problèmes de pression et de fonctionnement. Mais même si cela continuait à se produire, ils n'ont rien fait. Malgré ces problèmes évidents, ils ont fermé les yeux jusqu'à la rupture. Après avoir compté toutes les pertes, le bilan total de la catastrophe était tout simplement dévastateur. L'écosystème du ruisseau a été décimé par un incendie qui a brûlé 26 acres, carbonisé le sol et vaporisé l'eau. Toute la vie aquatique en aval du site de la rupture a été anéantie, y compris plus de 100 000 poissons, environ 3 000 oiseaux et petits mammifères, des loutres, des castors et des buses à queue rousse sont également morts. L'explosion a détruit l'usine de traitement de l'eau de Bellingham et causé 58 millions de dollars de dégâts aux propriétés environnantes. Tristement, les garçons sont décédés. Wade est décédé dans les premières heures du lendemain de la catastrophe et Stéphane est décédé peu après. Pour éviter que mon fils qui adorait le baseball ne souffre, je lui ai dit qu'il y avait un match qui se jouait au paradis et ils avaient besoin d'un receveur gaucher. Ironiquement, les garçons sont devenus des héros involontaires. Quelque chose allait provoquer l'embrasement de ces fumées. Et le fait que cela se soit produit dans une zone en grande partie inoccupée a entraîné, je pense, beaucoup moins de dégâts humains. L'impact aurait pu être bien plus dévastateur si ce panache de gaz avait continué jusqu'à la baie de Bellingham. Fait remarquable, l'explosion massive et l'incendie n'ont pas causé d'autres pertes humaines. Seules quelques blessures ont été signalées. Il était évident que l'incident aurait pu être évité à plusieurs reprises et qu'il y aurait d'importantes conséquences juridiques. Dans une décision historique, 2 employés d'Olympic ont été emprisonnés pour leur implication. L'entreprise a également été condamnée à plus de 100 millions de dollars d'amendes et de frais. De plus, les familles des 2 garçons décédés ont reçu 75 millions de dollars, suite à une action en justice pour décès injustifié. Au même moment, la famille de Liam a réglé un procès pour un montant non divulgué. La tragédie a entraîné des changements dans la réglementation de la sécurité et la création du Pipeline Safety Trust. Après l'explosion, Olympic a cessé ses activités. La conduite est restée fermée pendant 20 mois, marquant la plus longue fermeture de pipeline après un incident dans l'histoire des États-Unis. Mais avec plus de 300 000 miles de conduite de carburant liquide traversant l'Amérique et un héritage de négligence d'entreprise dans l'erreur humaine, la question n'est sans doute pas de savoir si un tel incident se reproduira, mais quand. La catastrophe d'Olympic a montré de la négligence, mais l'explosion de Philips a révélé qu'une entreprise entière jouait avec la vie de la communauté locale.
Une seule vanne défectueuse a déclenché une réaction en chaîne qui a libéré un enfer à l'usine chimique Philips. Nous sommes le 23 octobre 1989. Des ouvriers effectuent une maintenance de routine sur le réacteur 6 dans l'immense complexe chimique de Houston. Ce n'est pas une procédure compliquée, mais elle exige tout de même de la prudence. Le réacteur à haute pression est rempli d'un cocktail de matières hautement inflammables. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Les ouvriers suivent la procédure de maintenance étape par étape. Soudain, un sifflement assourdissant perce l'air alors que le réacteur libère violemment tout son contenu dans la cour de l'usine, engloutissant tout dans un nuage de vapeur combustible. Les ouvriers, sachant qu'une étincelle peut tout faire exploser, se mettent à courir. 2 minutes plus tard, un centre sismique à Houston enregistre une violente secousse. Au-dessus du complexe de Pasadena, un grand panache de fumée noire s'élève dans les airs. C'est une catastrophe à grande échelle causée par une seule mauvaise décision. Le complexe chimique était situé dans la zone industrielle animée le long du Buffalo Bayou. Il appartenait à la société Phillips Petroleum et comptait plusieurs usines sur le site. Toutes ces installations, y compris l'usine numéro 5 où l'accident s'est produit, étaient dans des sites high-tech avec des procédures opérationnelles strictes et des mesures de sécurité rigoureuses. Du moins, c'est ce que disaient les journaux. En revanche, des rapports indiquaient que l'entreprise était connue pour engager des sous-traitants et des travailleurs moins formés que ses propres employés. Ces travailleurs gagnaient environ 65% de ce que gagnaient les employés de Philips et ne bénéficiaient quand même pas d'avantages comme l'assurance maladie ou les retraites, mais cela avait un prix. Le jour de la catastrophe, un groupe d'ouvriers a été chargé d'effectuer la maintenance sur le réacteur 6. Le réacteur produisait du polyéthylène haute densité, ou PHE, un matériau utilisé pour fabriquer des bouteilles et des récipients en plastique. La structure de 45 mètres de haut s'appelait un réacteur en boucle. À l'intérieur du réacteur, un mélange de produits chimiques, d'éthylène, d'isobutane, d'hydrogène et d'hexène était chauffé à 110 degrés Celsius. Ces matériaux réagissent entre eux à une pression de 41 bars et créent des particules de ADPE. Les particules se déposaient dans 6 tubes de décantation. Ces tuyaux transportaient le HDPE vers un réservoir pour un traitement ultérieur. Pendant le processus, les particules obstruaient d'un peu à peu les tubes de décantation, qui devaient être nettoyés à la main. Cela se faisait sans arrêter le processus à l'intérieur du réacteur. Une vanne spécialement conçue était utilisée pour séparer les tuyaux du réacteur. La procédure de débouchage n'a pas été lancée avant que les 6 conduites ne soient maintenant bouchées, ce qui est arrivé le dimanche 21 octobre, 2 jours avant la catastrophe. Les employés ont entamé le nettoyage comme prévu en fermant la vanne. Ce n'est qu'après s'être assuré que l'indicateur affichait « fermé » qu'ils ont déconnecté 2 tuyaux d'air qui contrôlaient la vanne. Enfin, ils l'ont physiquement verrouillé en position fermée pour s'assurer qu'aucun contenu du réacteur ne s'écoule dans les conduites pendant le nettoyage. L'étape suivante consistait à ouvrir une deuxième vanne au bas de la conduite et à retirer les résidus plastiques. Mais la procédure a été laissée à terminer la semaine suivante en raison d'autres priorités de travail. On pourrait se demander si la catastrophe aurait pu être évitée avec une autre priorisation des tâches. Il a fallu une enquête approfondie pour découvrir ce qui s'est passé ensuite le lundi 23 octobre. 99% du contenu du réacteur, soit environ 85 000 livres, a été libéré dans l'atmosphère en 1 seconde. Un nuage dangereux de gaz hautement inflammable s'est répandu sur le site. Un signal d'alarme a retenti et les ouvriers de toute l'usine se sont précipités pour évacuer. Malheureusement, il y avait trop peu de temps. En moins de 2 minutes, le nuage a atteint une source d'ignition et a explosé avec une force considérable. L'explosion a secoué tout le parc industriel et l'a arrosé de gros morceaux de métal. Le métal volait partout et tout explosait. As-tu pu sentir l'impact? Non, ça m'a projeté à environ 10 mètres. Et tu t'es levé et mis à courir? J'ai couru, sauté la clôture, traversé le pâturage et continué à courir. L'explosion à l'usine Philips était aussi puissante que 2,4 tonnes de trinitrotoluène et a été enregistrée à 3,5 sur l'échelle de Richter. L'explosion initiale a enflammé la plupart de l'usine. En 10 à 15 minutes, les flammes ont atteint 2 réservoirs de stockage d'isobutane de 20 000 gallons chacun et ont provoqué une autre explosion massive.
Pour aggraver les choses, un autre réacteur de polyéthylène a subi une défaillance catastrophique 25 à 45 minutes après la première explosion. Alors que le chaos s'installait, il pourrait y avoir eu jusqu'à 3 autres explosions. Les premiers intervenants furent les pompiers de Philips, rapidement rejoints par ceux de l'Association d'entraide mutuelle des industries de Chanel. Dès leur arrivée, les hommes ont compris qu'ils avaient une tâche difficile devant eux. Non seulement l'incendie faisait rage de manière incontrôlable, mais l'explosion avait aussi détruit une grande partie du système d'alimentation en eau pour le combattre. Les pompiers ont dû utiliser des sources alternatives telles qu'une tour de refroidissement, une conduite d'eau d'une usine voisine, des bassins de décantation et le canal maritime. Malgré les efforts des intervenants, l'intensité des flammes et l'énorme quantité de carburant rendaient la tâche ardue. Finalement, après 10 heures de lutte, une force combinée de camions de pompiers, de camions de mousse Philips et de brigades provenant d'usines voisines et de services locaux est parvenue à maîtriser l'incendie. Durant ce temps, les opérations de recherche et de sauvetage étaient majoritairement impossibles. Les employés de Philips n'ont vérifié la sécurité de l'usine pour les équipes de recherche et de sauvetage que le lendemain matin. Même si l'incendie était trop maîtrisé, il y avait toujours un risque d'autres explosions et d'effondrements structurels. Parmi les premiers à entrer sur le site figuraient les agents de l'administration de la sécurité et de la santé au travail venus recueillir et préserver les preuves. Leur enquête a non seulement révélé un nombre important de défaillances au sein de l'usine, mais a également indiqué que les responsables de l'usine avaient une phare connaissance de ces problèmes à l'avance. Après un examen approfondi, une séquence d'événements potentiels a émergé. Lors de la maintenance, le dispositif de consignation physique a été retiré de la vanne supérieure de la jambe de décantation numéro 4. Lorsque les ouvriers ont reconnecté les tuyaux d'air qui régulent la vanne, ils l'ont ouverte involontairement, provoquant le déversement du contenu du réacteur à travers la jambe de décantation. L'enquête a révélé une faille importante dans la conception du système. Les tuyaux d'alimentation en air et de décharge de la vanne supérieure étaient identiques. Cela a également permis une confusion, permettant aux ouvriers de les connecter à l'envers. Bien que l'indicateur ait pu afficher fermé, la vanne pouvait en réalité être ouverte. L'explosion et l'incendie qui a suivi ont tué 22 ouvriers de l'usine, tandis qu'un autre employé est décédé plus tard à l'hôpital. Toutes les victimes ont été retrouvées à moins de 250 pieds du réacteur 6, là où le gaz a fui. Un rapport adressé au président a indiqué que 130 personnes supplémentaires ont été blessées dans l'accident. 35 ouvriers ont été hospitalisés, dont 5 avec des blessures mettant leur vie en danger. Plus de 100 employés ont été épargnés après avoir été cernés par l'incendie. Ils ont été secourus par la garde côtière américaine sur les bateaux des pompiers de Houston. La société Phillips Petroleum a subi des dommages matériels d'une valeur de 715 millions de dollars, soit 1,730 milliard dans l'économie actuelle, ainsi que 700 millions de dollars supplémentaires en perte de revenus. En conclusion finale de l'enquête, l'Occupational Safety and Health Administration a constaté une violation grave de procédures bien établies et bien comprises, qui ont créé les conditions ayant permis la fuite et l'explosion qui a suivi. En résumé, Philips a intentionnellement ignoré ses propres procédures de sécurité et les pratiques standards de l'industrie à l'usine de Pasadena. Par exemple, la société avait mis en place une procédure qui n'intégrait pas de protection de secours. De plus, l'Occupational Safety and Health Administration a constaté que le mécanisme pneumatique de l'actionneur pouvait être raccordé à tout moment, même pendant une procédure de maintenance, et que quelqu'un aurait pu ouvrir les vannes accidentellement ou délibérément. De plus, Philips a été accusé d'une séparation insuffisante entre les bâtiments et l'usine, ce qui a contribué à un grand nombre de blessés et de morts parmi les travailleurs qui n'avaient tout simplement pas assez d'espace pour effectuer une évacuation efficace. Comme l'a expliqué la secrétaire américaine au travail, Elizabeth Dole, cette tragédie est aggravée par des preuves évidentes que cette explosion aurait pu être évitée si les procédures de sécurité reconnues avaient été respectées. Le Occupational Safety and Health Administration a découvert des documents internes de Philips qui demandaient des mesures correctives mais qui ont été en grande partie ignorées. Elle a également souligné le fait que Philips, ainsi que d'autres entreprises du secteur, embauchent des sous-traitants moins qualifiés pour effectuer des opérations dangereuses, ce qui a eu des conséquences peut-être mortelles. 2 mois avant la catastrophe, des sous-traitants ont ouvert des tuyaux menant à un réservoir sans isoler la conduite. En conséquence, des solvants inflammables se sont échappés dans une zone adjacente, où ils se sont enflammés, brûlant 4 ouvriers et en tuant 2.
Lors d'une autre occasion à laquelle un opérateur de l'usine a assisté, des ouvriers sous-traitants ont proposé d'utiliser la pression du réacteur pour nettoyer des vannes obstruées, une procédure qui aurait pu entraîner une catastrophe de même ampleur. Au final, l'Occupational Safety and Health Administration a accusé la société Phillips Petroleum de 566 violations volontaires et de 9 violations graves, proposant une amende totale d'environ 5,7 millions de dollars. En réponse au rapport, la société Phillips Petroleum a accepté de payer une amende de 4 millions de dollars et de mettre en place les procédures de gestion de la sécurité des procédés proposés par l'Occupational Safety and Health Administration dans ses installations à l'échelle nationale. Selon l'accord, l'Occupational Safety and Health Administration a accepté de retirer la mention de violation volontaire des citations. Les normes de gestion de la sécurité proposées par l'OSHA ont été publiées dans le Code des règlements fédéraux en 1992, près de 3 ans après la catastrophe. Ces normes ont révolutionné la conception des procédés sûrs et les pratiques d'exploitation dans l'industrie pétrochimique. En conséquence, le complexe chimique Phillips Houston à Pasadena, comme toutes les autres usines similaires du pays, a pu devenir un lieu de travail plus sûr. Pourtant, en 1999, l'usine a été le site d'une autre explosion et d'un incendie qui ont coûté la vie à 2 sous-traitants, brûlés vifs par du plastique en fusion à 500 degrés Fahrenheit. Une autre explosion mortelle a eu lieu l'année suivante. Après toutes les catastrophes qui ont frappé l'entreprise, la sécurité des travailleurs semblait être restée lettre morte. Contrairement à l'explosion au Texas, dont la source était évidente, les déflagrations de Hutchinson ont laissé toute la ville dans l'incertitude quant au lieu de la prochaine explosion mortelle. À 10h45 du matin, une matinée ordinaire bascule dans la panique. Une forte explosion détruit un magasin du centre-ville. Sa force est si puissante qu'elle détruit environ la moitié d'un pâté de maisons de commerce, projetant du verre et des débris sur des piétons sans méfiance. Mais ce n'est que le début. Quelques instants plus tard, une deuxième explosion éclate chez Woody's Appliance Store, non loin de la première explosion. Les flammes et la peur se répandent dans la petite ville, poussant tout le monde, y compris la NASA, à vouloir résoudre le mystère de la cause des explosions. Hutchinson, Kansas, une ville nichée le long de la rivière Arkansas, est connue sous le nom de ville du sel en raison de ses mines de sel historiques. Avec une population de un peu plus de 40 000 habitants, Hutch, comme l'appellent les habitants, prospère grâce à ses riches ressources naturelles, notamment le blé dur et le pétrole. Mais sous son charme, le danger rôde. Le 17 janvier est un jour typique comme les autres. Les gens vaquent à leur routine matinale. Rien n'est hors du commun. Jusqu'à ce que les pompiers reçoivent un appel, il y a eu une explosion dévastatrice en centre-ville. La cause inconnue. Arrivés sur place, ils découvrent des scènes de destruction. Des incendies font rage, des débris sont éparpillés et des gens paniqués cherchent un abri. Du verre provenant des vitrines brisées s'étend à perte de vue. La dernière chose dont je me souviens, c'est comme un grondement, comme du tonnerre, et j'ai levé les yeux et toutes les dalles du plafond tombaient. De la fumée et des flammes s'échappent de l'arrière du magasin de décoration, obscurcissant le ciel avec d'épais nuages. Les pompiers se précipitent sur les lieux, installant rapidement leurs échelles et projetant des torrents d'eau sur l'incendie. Au départ, ils pensent donc qu'une conduite de gaz cassée est à l'origine de l'incendie et coupe rapidement l'alimentation. Mais le feu continue obstinément de faire rage. Les secours réalisent que la source de gaz n'est pas locale et, plus inquiétante encore, qu'ils n'ont aucun contrôle dessus. Même s'il ne reste que des cendres du site de l'explosion, les pompiers doivent finalement admettre leur défaite. Heureusement, les blessures sont mineures, mais les dégâts matériels sont considérables. Puis, alors que le crépuscule tombe, un événement encore plus étrange survient. Des geysers de gaz naturel et d'eau salée commencent à jaillir à divers endroits autour de Hutchinson, certains atteignant jusqu'à 10 mètres de hauteur. Ils se trouvent principalement du côté est de la ville, à quelques kilomètres de l'explosion initiale. 2 de ces geysers sont maintenant en feu. Les dirigeants de Panic City sont en quête de réponse. Peu de temps après, les entrepreneurs ont découvert l'origine de ces geysers dangereux, les reliant au passé industriel de Hutchinson.
Au XIXe siècle, des prospecteurs ont découvert d'immenses gisements de sel souterrains, ouvrant la voie à l'industrie du sel dans la région. Les mineurs récupérèrent le sel par dissolution en forant des puits profonds. Ils injectaient ensuite de l'eau dans ces puits pour dissoudre le sel. Cette solution de saumure était ensuite pompée à la surface et raffinée. Le développement de l'exploitation minière a créé de nombreuses grandes cavités souterraines. Mais avec le temps, à mesure que les opérations minières se déplaçaient ou cessaient, beaucoup de ces puits ont été abandonnés. Depuis lors, les formations de sel creusées sont devenues certains des sites de stockage les plus sûrs du pays. C'est là qu'Hollywood conserve ses artefacts historiques, comme les films originaux de Star Wars et du Magicien d'Oz. Mais en plus des souvenirs, ils y stockent aussi quelque chose de bien plus menaçant. Des milliards de pieds cubes de gaz naturel. Alors que la ville cherchait désespérément des solutions pour lutter contre les fuites de gaz, une nouvelle catastrophe a frappé dès le lendemain. Cette fois, une explosion a secoué un parc de maisons mobiles à l'est de la ville. Le gaz s'était infiltré dans l'une des caravanes et la jupe Tansi, censée isoler la maison, l'avait involontairement piégé à l'intérieur. Quand quelqu'un a commencé à cuisiner, le gaz s'est enflammé, provoquant une explosion dévastatrice qui a coûté la vie à un couple âgé. Le soir venu, la ville était plongée en pleine crise. On avait l'impression que la terre elle-même s'était retournée contre Hutchinson, laissant tout le monde dans la crainte, sans savoir où ni quand la prochaine explosion pourrait se produire. Les équipes de secours ont évacué près de 200 foyers et 40 entreprises dans les zones touchées. Les habitants ont quitté leur domicile avec à peine plus que les vêtements qu'ils portaient, sans savoir quand, ni même s'ils pourraient revenir. Mais même fuir était compliqué. Les explosions ont également créé des dolanes dans toute la région et le trafic ferroviaire a été interrompu pour éviter de remuer le gaz. Chaque instant ressemblait à une bombe à retardement, surtout pour les responsables qui tentaient d'identifier la source des fuites de gaz. Les enquêteurs se sont vite concentrés sur le champ de stockage Yagi, à environ 11 km au nord-ouest de Hutchinson. Ouvert dans les années 1980, il servait à stocker du gaz propane dans des puits profonds doublés d'acier. Suite à des difficultés financières, les puits ont été partiellement scellés au béton pour prévenir les fuites lors de la fermeture. Au début des années 1990, le service du gaz du Kansas a repris l'installation. Ils ont rouvert les cavernes et les ont convertis du stockage de propane au stockage de gaz naturel. Depuis, l'installation s'est beaucoup développée. Elle pouvait contenir assez de gaz naturel pour chauffer 50 000 foyers pendant un an. Mais cette opération sophistiquée comportait un risque. Le jour de la catastrophe, environ 15 minutes après la première explosion, les techniciens de Yagi ont remarqué une chute spectaculaire de pression dans l'un des puits de stockage. L'examen des relevés de pression a révélé une découverte inquiétante. Le puits fuyait à un faible niveau depuis au moins les 3 derniers jours. Le 14 janvier, lors du remplissage de la caverne, les techniciens ont noté une légère baisse de pression, mais l'ont considéré comme un problème de routine dû au refroidissement et à la condensation du gaz. Alors, ils ont continué à injecter plus de gaz, environ 80 millions de pieds cubes au cours des 2 jours suivants. Cela équivaut à la capacité d'environ 12 grands méthaniers. Un jour après les explosions, les propriétaires, K-Gaz, ont informé les responsables de la ville de la fuite, réalisant qu'elle coïncidait avec le moment des explosions et des incendies à Hutchinson. Dans la réponse immédiate, l'entreprise a déployé plus de 100 ouvriers pour rechercher des fuites de gaz dans la ville. Ils sont allés de porte en porte, de rue en rue, utilisant des détecteurs portatifs et montés sur camions pour repérer des traces de gaz. Pendant ce temps, les fouilles dans les ruines du sous-sol du magasin d'électroménager de Woody ont mis au jour un puits de saumure oublié. Ce puits avait été initialement foré pour un spa d'hôtel afin de pomper de l'eau salée chaude et riche en minéraux, réputée pour ses bienfaits thérapeutiques. Au cours de la crise, le service géologique du Kansas a été sollicité pour contribuer à l'enquête. Ils ont aussitôt prélevé des échantillons de sol, effectué des relevés et mesuré les émissions de gaz. Leur objectif principal était de trouver la source de la fuite et de comprendre comment le gaz avait pu se déplacer aussi loin. Ils sont retournés au champ de stockage Yagi. Ils ont utilisé l'imagerie thermique pour détecter la chaleur du gaz qui fuyait et le radar à pénétration de sol pour cartographier les structures souterraines.
Également appelés camions vibreurs, les plaques pourtant vibrantes envoient des ondes sismiques dans le sol, créant des images des roches situées en dessous. Similaire à une échographie médicale, cette méthode a permis de révéler d'éventuels chemins de migration du gaz. Reconnaissant la complexité de la situation, la National Aeronautics and Space Administration a été appelée à l'aide. Grâce à ses capacités d'imagerie thermique, la NASA a effectué des relevés aériens au-dessus de Hutchinson et des régions environnantes. Les images haute résolution ont révélé des points chauds ainsi que des fuites de gaz qui ne pouvaient pas être détectées depuis le sol. Mais la NASA ne s'est pas arrêtée là. Elle a aussi utilisé des radars aéroportés et satellitaires pour surveiller les mouvements du sol et repérer les dolines. Des capteurs ont aussi été déployés pour détecter des traces de méthane. Les conclusions des deux agences Stottu étaient à la fois éclairantes et alarmantes. Le gaz se déplaçait à travers des couches souterraines, d'anciennes mines de sel et des puits. C'est ce réseau de passage vers la surface qui rendait les fuites si difficiles à contenir. La meilleure solution a été d'installer des puits de ventilation pour offrir une évacuation contrôlée du gaz. Dans une course contre la montre, les ouvriers ont foré des puits à des endroits stratégiques le long de la fuite de gaz. Ils ont ensuite contrôlé le gaz à la surface en le brûlant. C'était bien plus sûr que de laisser le gaz s'accumuler et risquer d'autres explosions. Au fur et à mesure de l'enquête, il est devenu clair comment le gaz avait pu s'échapper au départ. Lorsque K-Gaz a repris l'installation de Yagi, ils ont dû rouvrir les cavernes, ce qui signifiait forer les bouchons en béton qui scellaient les puits. Au cours de ce processus, on pense que le foré a heurté un morceau de métal, endommageant la gaine du puits Essen. En inspectant une vidéo des cavernes à l'intérieur, un consultant géologique l'a décrit comme ressemblant à un couteau de cuisine découpant une boîte de conserve. Le gaz sous pression qui s'échappait est remonté vers des couches géologiques supérieures, où il s'est répandu dans toutes les directions et s'est infiltré dans des puiteux de saumure abandonnés. Cela expliquerait les geysers de gaz d'eau salée autour de la ville. Il a fallu plus d'un mois pour que les torchères brûlent les 143 millions de pieds cubes de gaz qui s'étaient échappés du stockage, selon les estimations. Les explosions ont pollué le sol et les nappes phréatiques, amplifiées par les produits chimiques anti-incendie, causant des risques sanitaires durables. La pollution de l'air due à la combustion du gaz a libéré du méthane et de la fumée, affectant la santé des habitants pendant des semaines. En réponse, les mesures de sécurité ont été réévaluées. Des tests réguliers de l'eau, du sol et de l'air ont également été mis en place. Pour les résidents touchés, leur combat ne faisait que commencer. L'explosion initiale avait détruit 2 entreprises et endommagé 26 autres. Plusieurs procès importants ont été intentés contre la société mère de KGAS One Oak Incorporated et ses filiales. Les propriétaires des entreprises détruites ont reçu 5 250 000 $. De plus, 5 millions de dollars ont été accordés aux résidents via un recours collectif pour dommages. Et la famille du couple décédé dans le parc de caravanes a également réglé à l'amiable un procès de plusieurs millions de dollars. Pour les habitants de Hutchinson, le chemin de la guérison a été long et ardu. Les explosions de 2001 à Hutchinson ont changé à jamais le paysage de la ville, montrant que parfois les plus grandes menaces sont celles que nous ne pouvons pas voir. D'une explosion urbaine à une autre, la tristement célèbre explosion de Beyrouth a été la plus grande explosion non nucléaire de l'histoire récente. Ce qui commence comme le plus beau jour de la vie d'Isra Sablani se transforme rapidement en cauchemar. Alors qu'elle pose pour ses photos de mariage sur la place Saifi à Beyrouth, une explosion massive déchire la ville. Il est juste avant 18h. Le 4 août 2020, juste avant 18h, un incendie incontrôlé se déclare dans l'un des hangars du port de Beyrouth, au Liban, apparemment après que des étincelles de soudeur aient volé alors qu'il réparait un trou dans le mur. 9 pompiers et un ambulancier sont déployés sur les lieux, mais ils n'ont aucune idée de l'ampleur réelle de la catastrophe. Au départ, ils pensent que le hangar contient des feux d'artifice, mais lorsqu'ils font leur rapport au centre de commandement, l'équipe informe le chef des pompiers que quelque chose ne va pas. Puis une explosion gigantesque déchire le littoral de la capitale libanaise. L'explosion a tué 218 personnes et en a blessé 7000 autres.
des centaines de milliers de personnes se retrouveraient en sans-abri. Le hangar 12 abritait bien plus que des feux d'artifice. Il contenait plus de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium hautement explosif. Vers 18h07, l'incendie de l'entrepôt a commencé à envoyer des panaches de fumée et de suie s'échappant du toit du bâtiment. Selon des témoins, une explosion lumineuse suivie de petites gerbes d'étincelles ressemblant à des feux d'artifice a été observée. Moins d'1 minute plus tard, une explosion massive a éclaté, déclenchant une boule de feu éclatante. Une onde de choc se déplaçant plus vite que la vitesse du son déchire le centre-ville de Beyrouth. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient un dôme blanc engloutissant une grande partie de la ville. En gros, de la vapeur d'eau expulsée de l'air par l'onde de choc. Une brume rouge-brun de fumée et de cendres l'a suivie. Les experts allaient ans plus tard s'accorder à dire que cette brume de fumée rouge-brun était le signe le plus évident d'une explosion de nitrate d'ammonium. L'onde de choc a soufflé les vitres du terminal de l'aéroport de Beyrouth à environ 8 km du port. L'explosion était si intense qu'elle a été entendue jusqu'à Chypre, à environ 200 km de l'autre côté de la Méditerranée. Les sismologues de l'ESPONDOFSA, de l'Institut géologique des États-Unis, ont estimé que la force équivalait à celle d'un séisme de magnitude 3,3. En fait, c'était tellement puissant qu'une équipe de l'université de Sheffield a estimé que l'explosion équivalait à 1000 à 1500 tonnes de trinitrotoluène, soit environ 1/10 de l'intensité de la bombe nucléaire qui a ravagé Hiroshima. Les structures à l'épicentre, les entrepôts environnants et les silos à grains contenant environ 15 000 tonnes de céréales ont été rasés. Plusieurs navires à quai ont été projetés hors de l'eau et endommagés par l'explosion, y compris l'Orient Queen, un 5 étoiles. Le paquebot de 393 pieds de long s'est renversé sous la force de l'explosion, tuant 2 membres d'équipage. Elle a également creusé un cratère de 140 mètres de large qui s'est immédiatement rempli d'eau de mer, détruisant le hangar 12 et la majeure partie des infrastructures essentielles du port. L'explosion cataclysmique d'un rayon d'environ 3 km est considérée comme l'une des plus grandes explosions non nucléaires jamais enregistrées à ce jour. Les rues de Beyrouth étaient visiblement enveloppées de carnage. Des pâtés de maisons entiers dans les quartiers voisins et les quartiers d'affaires du nord de la ville ont été rasés, y compris dans le quartier des boîtes de nuit. Des arbres déracinés, des véhicules renversés, des toits effondrés et des structures métalliques gisaient, tordues et déformées dans le sillage de l'explosion. La puissante explosion a provoqué une coupure de courant, ce qui a porté un nouveau coup dévastateur aux efforts de secours. Selon les rapports, la dévastation était si grave que des bulldozers militaires ont été utilisés pour dégager les routes pour les pompiers et les ambulances. Mais les hôpitaux étaient donc complètement débordés par l'explosion et ont dû refuser des blessés en raison du nombre considérable de victimes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plusieurs hôpitaux ont été détruits par l'explosion et au moins 20 autres établissements de santé ont été gravement endommagés. La plupart des blessés ont été soignés pour des traumatismes secondaires aux membres supérieurs causés par des éclats de verre. L'hôpital Saint-Georges, situé à moins d'1 kilomètre du lieu de l'explosion, avait également été détruit, mais il continuait néanmoins à soigner des gens sur le trottoir en ruine dehors. D'autres centres médicaux endommagés continuaient à prodiguer des soins aux gens sur les parkings à la lumière des lampes de poche, alors que le bilan humain de l'explosion ne cessait d'augmenter. Malgré cela, beaucoup plus de blessés ont dû être refusés faute de capacité. L'explosion aurait endommagé plus de 200 000 foyers. On pense que beaucoup de personnes déplacées ont trouvé refuge grâce à des organisations humanitaires comme la Croix-Rouge libanaise, l'hospitalité de leurs compatriotes libanais, ainsi que chez des amis et de la famille. Cependant, l'État a été largement critiqué pour son absence en ce qui concerne les initiatives de secours aux victimes de la catastrophe. Des manifestations ont éclaté dans la ville quelques jours après l'explosion, condamnant le manque de réaction du gouvernement. L'incendie a fait rage pendant plus de 7 heures, enveloppant la ville d'une épaisse fumée noire. Elle a rempli l'air d'une odeur de soufre et de caoutchouc brûlé, causée par les quantités massives d'oxyde d'azote libérées lors de l'explosion du nitrate d'ammonium.
Selon les rapports, le hangar servait à entreposer des bidons d'huile, du kérosène et de l'acide chlorhydrique, 8 km de mèches sur des bobines en bois, ainsi qu'environ 15 tonnes de feux d'artifice. La tempête parfaite qui n'attendait qu'à se produire. Pourtant, malgré cet inventaire hautement inflammable, l'entrepôt avait une installation électrique défectueuse, aucun détecteur de fumée et il n'était même pas équipé d'un système de sprinkler. Mais le hangar 12 abritait aussi un secret dangereux, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium qui étaient stockées de façon désordonnée dans des sacs depuis 2013. Le nitrate d'ammonium est peu coûteux à l'achat. Il est couramment utilisé dans le secteur agricole comme engrais et dans le secteur minier comme explosif pour l'extraction en carrière. Le produit chimique a été utilisé dans plusieurs attentats terroristes, dont l'attentat d'Oklahoma City en 1995 par Timothy McVeigh et les attentats de l'armée républicaine irlandaise à Londres en 1998. La question que tout le monde se posait était: pourquoi autant de nitrate d'ammonium était-il stocké si près des quartiers résidentiels de Beyrouth où environ 10 000 personnes vivaient à seulement 1 mile de l'entrepôt? Et qui était responsable de cette dévastation? Eh bien, tout a commencé en 2013, lorsqu'un navire appartenant à un homme d'affaires russe a quitté la Géorgie pour le Mozambique, faisant escale au port de Beyrouth après plus d'1 mois en mer. Le navire marchand Pschat Rosas transportait 2750 tonnes de nitrate d'ammonium à son bord lorsqu'il a carrément accosté à Beyrouth, apparemment en raison de problèmes techniques. Mais le navire ne quitterait plus jamais le port. Selon l'ancien capitaine du navire, le propriétaire rencontrait des difficultés financières et espérait récupérer une cargaison au Liban pour gagner un peu d'argent supplémentaire avant de se rendre au Mozambique. Mais la charge supplémentaire était trop lourde et l'équipage a refusé de l'embarquer. Cela a conduit à ce que le navire soit jugé impropre à la navigation et saisi pour des droits portuaires impayés. Le propriétaire a abandonné l'équipage sans payer leur salaire ni les droits portuaires. Le navire et ses 4 membres d'équipage ont été contraints de rester à bord pendant 11 mois en raison des restrictions d'immigration. Ils ont finalement été libérés pour des raisons humanitaires en 2014. La cargaison explosive a été confisquée et transférée au hangar 12, où elle est restée jusqu'à ce jour fatidique en août 2020. Pendant plus de 6 ans, alors que la cargaison hautement inflammable restait inactive et non sécurisée dans le hangar 12, une avalanche d'emails a été envoyée par les autorités portuaires inquiètes aux responsables gouvernementaux, mais rien n'a été fait. La première série d'emails a été envoyée en 2014, peu après le déchargement initial du nitrate d'ammonium. L'ancien directeur des douanes a envoyé les emails à un juge des affaires urgentes, mettant en garde contre les dangers de stocker ce produit chimique hautement explosif au port. Mais il n'a jamais eu de retour. Selon Al Jazeera News, l'un des emails demandait à l'agence maritime de réexporter immédiatement la cargaison en raison des dangers liés à son entreposage dans des conditions climatiques inadaptées dans le hangar. La lettre suggérait même aux autorités de vendre la cargaison chimique à la Lebanese Explosive Company. Un rapport de 2019 envoyé au gouvernement libanais sur les menaces posées par la cargaison combustible serait resté lettre morte. Les responsables ont ignoré les avertissements de l'autorité portuaire, même après que des risques de sécurité aient été révélés à cause d'un trou dans le mur du hangar 12. On pense depuis que des étincelles provenant des soudeurs qui réparaient ce trou ont provoqué l'explosion dévastatrice. Alors que les civils tentaient de reconstruire leur vie au milieu de la destruction, estimée à plus de 15 milliards de dollars, les autorités libanaises ont arrêté plus de 20 responsables du port et des douanes après l'explosion. Le président Michel Aoun a promis à la nation qu'une enquête complète et transparente aurait lieu, mais il a rejeté les appels à une assistance internationale pour l'enquête. 6 jours après l'explosion, le gouvernement a démissionné suite à des manifestations violentes exigeant la transparence et la responsabilité liées à la déflagration. Le juge Fadi Sawan a été nommé pour diriger l'enquête. Cependant, cela s'est avéré être une tâche lente et frustrante, car tous les membres du Parlement bénéficient d'une immunité contre toute poursuite pénale en vertu de la loi. Aucun haut responsable n'a jamais été poursuivi avec succès pour des crimes au Liban, malgré la corruption et la mauvaise gestion qui y règnent. Mais en décembre 2021,
Le juge Sawan a inculpé le Premier ministre intérimaire, Hassan Diab, ainsi que 3 anciens ministres pour négligence concernant l'explosion du port. Cependant, dans un retournement de situation désagréable, 2 politiciens qui l'avaient inculpé l'ont fait retirer de l'enquête, affirmant qu'il n'était pas impartial. Depuis, des groupes civils ont fait pression pour lever l'immunité et permettre à la justice de prévaloir. En l'absence de signes indiquant que l'enquête locale avancera, une action civile a été déposée aux États-Unis en juillet 2022 par l'organisation suisse Accountability Now. Il réclame 250 millions de dollars de dommages et intérêts pour les survivants et espère en découvrir de nouvelles preuves pour faire avancer l'enquête libanaise. Puis, en avril 2022, les autorités espagnoles ont arrêté un Portugais de 43 ans sur instruction d'Interpol et du gouvernement libanais. Jorge Moreira a été inculpé de terrorisme et d'avoir causé la mort par l'utilisation d'explosifs. On pense que Morero a commandé le nitrate d'ammonium alors qu'il travaillait dans l'usine d'explosifs du Mozambique. Un porte-parole de l'entreprise a déclaré que le produit chimique avait été commandé en 2013, mais n'a jamais été livré. Ils ont été choqués d'apprendre que le matériau explosif était resté dans un entrepôt délabré à Beyrouth jusqu'à l'explosion. Moreira a depuis été libéré, mais il n'est pas autorisé à quitter l'Espagne jusqu'à son audience d'extradition. S'il est reconnu coupable, il risque la prison à vie. En janvier 2023, le juge chargé de l'enquête a émis de nouvelles accusations contre 8 responsables après que l'enquête ait été bloquée pendant près de 13 mois. Il a ordonné la libération de 5 personnes détenues peu après l'explosion en 2020, dont des responsables du port, un soudeur et un entrepreneur. Quant à la mariée de la vidéo virale, Isra Sablani, elle était aussi médecin et a apporté une assistance médicale aux blessés dans sa robe de mariée peu après l'explosion. 1 mois plus tard, le couple nouvellement marié a déménagé aux États-Unis. Plus de 2 ans après la catastrophe, les cicatrices de la dévastatrice explosion restent visibles, alors que la reconstruction de plus de 62 000 logements et de plus de 20 000 entreprises et bâtiments détruits se poursuit à un rythme d'escargot. Aujourd'hui, une statue faite de verre brisé, d'acier tordu et d'autres matériaux provenant des maisons et bâtiments détruits se dresse à 2,50 m de haut près de l'épicentre de l'explosion. La silhouette d'une femme brandissant une épée sert de rappel aux 218 personnes tuées ce jour-là. Une horloge brisée à ses pieds indique toujours 6h08, l'heure exacte de l'explosion. Après l'horreur de Beyrouth, l'incident de l'Oregon passe de la tragédie à la farce lorsque des autorités bien intentionnées décident de faire exploser une baleine. Pourquoi ferait-on exploser une baleine ? En 1970, Florence, en Oregon, a été le théâtre de l'un des événements médiatiques les plus étranges jamais enregistrés, le tristement célèbre incident de la baleine explosive. L'histoire se déroule le 9 novembre, lorsqu'une immense baleine sans vie s'est échouée sur la plage de Florence, à environ 1 mile du South Jetty. Avec un poids de 8 tonnes et une longueur de 45 pieds, elle était aussi grande qu'un bus scolaire classique. La carcasse gigantesque reposait sur le flanc, languissant sous la chaleur du soleil depuis plusieurs jours. Et alors que la puanteur putride de la décomposition emplissait l'air, il était évident qu'une action drastique devait être prise rapidement. À l'époque, le département des transports de l'Oregon avait juridiction sur les plages de l'État, donc c'était à eux de trouver comment enlever cette monstruosité. Et comme l'échouage de baleines était un événement extrêmement rare sur la côte de l'Oregon, personne ne se souvenait vraiment comment le dernier échouage, apparemment en 1910, avait été géré. L'enterrement de la baleine a été envisagé, mais les autorités craignaient que les marées finissent par la déterrer. Une autre option était de découper la carcasse pour l'enlever, mais cela posait des défis logistiques et nauséabonds, comme trouver des volontaires conquérants courageux et du matériel spécialisé. Et laisser la baleine se décomposer naturellement était un processus lent, avec des risques potentiels pour la santé et des odeurs nauséabondes persistantes. Avec peu d'options restantes, un plan audacieux a émergé pour débarrasser la plage de cette monstruosité en décomposition en la faisant exploser en 1000 morceaux. Une décision qui finirait par aboutir à une comédie d'erreurs catastrophique. Alors que la puanteur de la baleine imprégnait la côte, une foule s'est rassemblée, morbide et curieuse face au Léviathan en décomposition.
Les équipes de presse rôdaient, avides d'un titre sensationnel. Parmi eux se trouvait le journaliste Paul Lindman, qui s'attendait à un sujet léger mais qui en a eu bien plus que prévu. La division des autoroutes de l'Oregon était confrontée à un problème colossal qui empestait la baleine. Que faire d'une baleine de 14 mètres et de 8 tonnes, morte à son arrivée sur la plage près de Florence? Le responsable, l'ingénieur du département des autoroutes George Thornton, a expliqué à Lindman que la dynamite avait déjà résolu de nombreux problèmes mortels par le passé, et qu'il avait une stratégie. Je suis confiant que ça va fonctionner. La seule chose, c'est qu'on n'est pas vraiment sûr de la quantité d'explosifs qu'il faudra pour désintégrer cette chose afin que les charognards, les mouettes, les crabes et tout le reste puissent la nettoyer. Après avoir consulté la marine des États-Unis et des experts en munitions, les autorités ont convenu qu'il valait la peine d'essayer avec une demi-tonne d'explosifs. L'excavation a commencé alors que les experts en explosifs plaçaient méticuleusement 20 caisses montantes de dynamite de 50 livres autour de la baleine. Alors que la tension montait, la foule a été déplacée à un quart de mile pour assurer sa sécurité. La stratégie de Thornton était de traiter la baleine comme un rocher et de projeter les restes vers l'océan. Mais la marée pourrait nettoyer les lieux. Il a assuré aux sceptiques qu'ils allaient simplement vaporiser la carcasse en morceaux gérables pour les charognards. Pendant ce temps, un passant ayant une formation en explosifs est tombé sur la scène alors qu'il conduisait sa toute nouvelle Oldsmobile. Il a averti la division des routes qu'ils avaient besoin de moins d'explosifs pour pousser la baleine vers la mer, ou de beaucoup plus pour la réduire en minuscules morceaux de baleine faciles à mâcher. Malgré ces suggestions, la détonation a eu lieu comme prévu. Ce qui s'est passé ensuite fut un véritable chaos. La forte explosion a projeté le flanc droit massif de la baleine à plus de 45 mètres dans les airs. Des morceaux de baleine et du sable ont jailli dans le ciel comme un volcan en éruption. Les spectateurs sur les dunes ont regardé avec stupeur alors que le mammifère se désintégrait. Mais l'humour s'est rapidement transformé en panique lorsque, au lieu de petits morceaux, des blocs entiers de viande de baleine ont été projetés dangereusement vers les spectateurs. Les spectateurs ont poussé des cris et se sont précipités pour se mettre à l'abri alors que d'énormes morceaux de chair carbonisée tombèrent autour d'eux. Lorsque l'équipe de presse a réalisé qu'elle n'était pas assez loin, elle s'est également mise à courir. Et ces morceaux commençaient à toucher le sol. Et tout à coup, vous réalisez, je risque d'être tué par de la graisse de baleine ici. Le pire de tout, c'était la puanteur abominable des entrailles vaporisées, soulevant les estomacs sur son passage. Ou, comme l'ont dit les équipes de presse, l'odeur était horrible, mais quand ils ont fait exploser la chose, c'était 2 fois pire. Au milieu du chaos, une victime s'est démarquée. Une voiture garée à 150 mètres de là a soudainement été écrasée par un morceau de baleine de la taille d'une table basse. Ironiquement, la toute nouvelle Oldsmobile appartenait aux passants qui avaient essayé d'avertir les autorités. Il ne pouvait qu'observer avec horreur alors que sa précieuse voiture était réduite à de la ferraille. C'était une belle voiture. Je venais juste de l'acheter chez Dunham, et c'était une Regency. Et comme je le dis, ce qui était drôle avec leur slogan, c'est que c'était vraiment une affaire en or. En 2 jours, l'État de l'Oregon a remboursé le propriétaire pour la valeur totale au détail de sa voiture. Miraculeusement, aucun blessé. Les conséquences ont nécessité des mesures supplémentaires. Thornton a inspecté les lieux, trouvant des morceaux de baleine éparpillés partout et de la poudre de graisse dispersée partout. Ou, comme l'a dit le journaliste Lindman, l'explosion a projeté la graisse bien au-delà de toutes les limites imaginables. L'explosion a également creusé un énorme trou dans la plage. Une partie importante de la baleine est restée, qui a finalement été déplacée et enterrée à l'aide d'un bulldozer. Les petits morceaux de graisse ont été ramassés et soit jetés, soit recouverts de sable. Les mouettes, que l'on s'attendait initialement à voir festoyer sur les restes, ont été effrayées par l'explosion et sont restées méfiantes vis-à-vis de la zone pendant un certain temps. Au milieu des années 90, l'ingénieur Thornton a été contacté par Lindman mais a refusé d'être interviewé devant la caméra. Il pensait que la couverture médiatique de l'événement avait transformé une opération réussie en un désastre. Lorsqu'on lui a demandé s'il voulait révéler ce qui s'était mal passé ce jour-là, Thornton a répondu sèchement, suggérant qu'en réalité, rien ne s'était mal passé. Pour Lindman, la séquence qu'il avait hésité à produire est devenue en quelque sorte un phénomène historique. On me faisait des remarques à ce sujet presque tous les jours de ma vie.
c'était la vie. Et il y a eu un moment où j'en avais vraiment assez d'en entendre parler, mais j'ai fini par passer à autre chose. Selon les chiffres de 2006, la vidéo a été visionnée plus de 350 millions de fois sur plusieurs plateformes. L'histoire de la baleine explosive était une leçon de prudence. En 1979, lorsque 41 cachalots se sont échoués et sont morts sur une plage au sud de Florence, la possibilité de faire exploser les carcasses à la dynamite a rapidement été écartée. Les autorités ont plutôt brûlé et enterré les carcasses. La politique actuelle de l'Oregon est d'enterrer les baleines échouées mortes dans le sable. Dans un élan d'humour collectif, les habitants de Florence ont baptisé leur nouvel espace de loisirs « Parc commémoratif de la baleine explosive », en hommage à l'événement tristement célèbre qui s'est produit il y a plus de 50 ans. La baleine explosive a peut-être laissé un sacré désordre sur la plage, mais elle a aussi donné naissance à une histoire mémorable. Si vous avez apprécié cette vidéo, regardez l'épisode suivant. Aimez et commentez pour soutenir la chaîne.